Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Notre histoire commence alors que la Première Guerre mondiale n'est pas encore terminée, puisque nous sommes au mois de décembre 1917 en Corrèze. À Tulle, sur les coups de 8 heures, une femme de 30 ans entre dans l'hôtel de la préfecture et la voilà qui monte au premier étage. Elle s'appelle Angèle Laval et elle travaille à la préfecture de Tulle depuis près d'1 an. On est donc encore en pleine guerre, Les hommes sont au front, enfin beaucoup en tout cas y sont depuis plusieurs années, et les femmes peu à peu se sont mises à occuper des emplois qui jusqu'alors ne leur avaient pas été réservés. Angèle Laval se plaît à la préfecture, elle travaille comme auxiliaire au service de la comptabilité et en ce petit matin du mois de décembre 17 donc, elle monte à son bureau. Elle s'installe comme tous les matins et elle aperçoit une lettre posée sur son secrétaire. Celle-ci lui est adressée, mais elle ne porte pas de timbre, ni de cachet du reste. Alors elle ouvre l'enveloppe, et voilà ce qu'elle lit. « Méfiez-vous de Monsieur Moury, c'est un ennemi, il vous calomnie. Il dit que votre père est un mouchard, il vous calomnie chez sa maîtresse, et c'est signé « L'œil de tigre ». Ah, Angèle Laval va voir Monsieur Moury, qui se trouve être son directeur. Il a toujours été très courtois avec elle, Monsieur Moury. Elle frappe à la porte de son bureau, elle entre et elle voit que Monsieur Moury est lui aussi en train de lire une lettre mystérieuse. Il a l'air complètement interloqué. Angèle avance dans la pièce, elle lui tend sa propre lettre, celle qu'elle a trouvée sur son secrétaire. Et évidemment, elle lit celle que son supérieur vient de recevoir, sur laquelle il y a écrit « N'épousez pas mademoiselle Laval qui a des intentions sur vous. C'est une sirène, une charmeuse, mais qui vous rendra malheureux ?» Et c'est encore signé « L'œil de tigre ». Les deux lettres ont l'air d'être de la même main, et tout est écrit en majuscules néanmoins. Jean-Baptiste Moury est inquiet, évidemment. Il entretient, c'est vrai, une maîtresse et il doit se marier quelques mois plus tard avec une autre femme et il se demande bien qui pourrait être au courant. Il ne voudrait surtout pas que le contenu de ces lettres se répande et il prie Angèle de ne parler de tout ça, évidemment, à personne. Les deux se mettent d'accord pour brûler les documents. Sauf que dans les mois suivants, les choses vont changer. Alors Moury, lui, se marie. Il pense que les lettres sont derrière lui, qu'on n'en reparlera plus. Mais si, on va en reparler. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1 an et demi plus tard, c'est quasiment tous les membres de la préfecture qui vont recevoir une lettre de l'œil de tigre. Alors on est sorti de la guerre cette fois. La cible n'est autre qu'Angèle Laval. Elle en prend pour son grade dans les lettres anonymes. Elle est décrite dans plusieurs lettres comme une vieille fille laide et acariâtre n'ayant jamais pu rencontrer de mari, ou bien encore une fille bonne pour soigner les douleurs d'un vieillard et prier Dieu. Et il y a une autre lettre qui la traite de pain bêche. Et encore, je suis gentil, il y a des termes pires, évidemment. Et tout ça est toujours signé l'œil de tigre. À la préfecture, on commence à plaindre la pauvre Angèle et on se dit, mais qui peut être l'auteur de toutes ces lettres? Alors, on commence à se soupçonner les uns les autres et les lettres rapidement vont dépasser le cadre de cette préfecture. C'est toute la ville de Tulle qui bientôt se trouve couverte de ces mots anonymes. Tous les tullistes sont la cible de l'œil de tigre. Ce qu'il y a de cruel, c'est que ces lettres dévoilent les ragots des uns et des autres. Désormais, l'œil de tigre tire dans tous les sens. Je vous cite quelques exemples. Monsieur Favarque reçoit une lettre qui concerne son épouse. Madame Favarque est une voleuse. En mai 19, elle vola 2 pots de confiture au marchand boiteux de la place. Et c'est toujours signé l'œil de tigre. Il a vraiment que ça à faire, on a envie de dire. Bon, il y en a une autre qui dit « Georges vola en décembre 1920 un saucisson chez Monsieur B ». Bon, dans les manœuvres du dénonciateur, tout est fait pour que la lettre passe par plusieurs mains avant d'arriver dans celle de la personne concernée. Le but, c'est évidemment que le contenu ne soit pas seulement connu du destinataire, mais que les rumeurs se propagent. Voici ce qu'écrit Jean-Yves Lenaour, qui a retracé l'épopée de l'œil de tigre, si je puis dire, dans Le Corbeau, histoire vraie d'une rumeur, Jean-Yves Lenaour. Les habitants de Tulle, se soupçonnant
les uns les autres, la peur envahit la petite cité qui ne vit plus que dans l'angoisse des lettres anonymes. Diffusant un mal plus cruel peut-être qu'une épidémie, ces lettres surgissent dans les lieux les plus divers de la ville, sur les trottoirs, dans les entrées des immeubles, les corridors, les paniers de ménagères, et même sur les bancs de l'église et dans les confessionnaux. Et l'anonyme ne se contente pas de se moquer de la religion, il défie ouvertement les autorités publiques, allant même jusqu'à déposer une de ces ignobles missives sur les appuis d'une des fenêtres du commissariat. Vous voyez que c'est l'inspiration directe de certaines des scènes bien connues du film de Clouzot, évidemment. La police reçoit des plaintes, on voit les agents qui font très attention, on en poste même auprès des boîtes postales. Les habitants se montrent vigilants, ça crée un climat délétère. On n'avait vraiment pas besoin de ça au lendemain de la Grande Guerre. On pense avoir tout vu à Tulle. Non. Ce n'est encore qu'un début. Vous écoutez Radio Classique. On parle beaucoup à Tulle et on parle beaucoup de Tulle. On raconte l'anecdote suivante. Un ecclésiastique passant devant la porte d'un pharmacien trouve sur le seuil une lettre à l'adresse de ce dernier. Le prêtre hésite, ouvre la porte de l'officine, dit sa découverte et remet le billet au destinataire. La feuille à peine ouverte, le pharmacien pâlit, puis se congestionne, et saisissant l'abbé au col de sa soutane, le jette dehors avec d'affreuses imprécations. La lettre affirmait que l'ecclésiastique entretenait avec l'épouse du pharmacien des relations sur quoi il est préférable de ne point insister, sinon pour affirmer qu'il s'agissait de pure calomnie. Vous voyez comme on arrive à instiller dans une petite commune des sentiments extrêmement aigres et malsains. L'œil de tigre ne se soucie que lointainement de la véracité de ce qu'il rapporte. Il place parfois dans une même missive des informations fausses à côté de vraies. Le but, c'est évidemment de forcer le destinataire à faire le tri en ce qui serait vrai, et donc vraiment honteux, et ce qui relève de la pure calomnie. Bref, un jour, une jeune femme qui est fiancée à un certain Joseph trouve sur sa fenêtre une lettre. Joseph est atteint d'une infirmité, il pète. Qu'il prenne garde le jour de son mariage de ne pas avoir la colique comme il eut un après-midi où il avait rendez-vous dans les bois de la Bachellerie avec une certaine dame de Tulle qui trompe sans scrupule son mari. Bon, vous voyez où on descend quand même. Et évidemment, tout ça ne laisse pas indemne la communauté de cette petite ville de Tulle. L'anonyme n'en reste pas là, nous dit Jean-Yves Le Naour. Il accable ses infortunés correspondants de révélations sur la conduite morale des maris et des épouses. La guerre se prête à cette situation puisque les couples sont séparés pour de longs mois, séparation entrecoupée par de courtes permissions. Les époux mobilisés découvrent donc sur le front en des courriers empoisonnés que leurs Pénélope ne font pas que de la tapisserie. La vérité, c'est surtout qu'on fait des révélations plus tardives et qu'on raconte ce qu'il s'est passé pendant la guerre. Je trouve que c'est encore pire. En août 1921, l'œil de tigre, puisqu'il faut l'appeler par le nom qu'il s'est lui-même donné, innove dans ses moyens de communication puisqu'au lever du jour, les habitants découvrent sur la porte du théâtre une grande feuille sur laquelle figure une liste, 14 personnes avec en face les maîtresses et les amants de chacun et de chacune. Vous imaginez comme c'est agréable, évidemment. Évidemment, on se regroupe devant ce théâtre et un journal régional dira « Depuis l'affiche annonçant la mobilisation, aucun placard n'avait connu tel succès. » Oui, ça fait sourire les rédacteurs, mais enfin, dans la pratique, ça devient très déplaisant. Le plus drôle fut certainement de voir le commissaire saisir le papier devant les rieurs alors que son nom figurait sur la liste, écrit Jean-Yves Le Naour. Ce serait difficile de dire combien de lettres ont été envoyées donc entre 1917 et 1921. Est-ce que ça relève de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers ? C'est pas facile à savoir puisque beaucoup de ces documents ont été détruits, bien entendu. D'autant plus que plus le temps passe et plus les lettres se montrent vulgaires et horribles. L'affaire va prendre une dimension différente en décembre 21. Auguste Gilbert avait reçu plusieurs lettres. Certaines lui disaient qu'un complot se tramait contre lui au travail. D'autres lui disaient que sa femme le trompait. Bon, ça, évidemment, c'est ce qu'il y a sur beaucoup de lettres. Bref, toutes ces lettres sont signées de l'œil de tigre et Antoine Gilbert tombe dans une véritable dépression et il en vient à mourir. Et à son domicile, on trouve une lettre anonyme après son suicide qui dit «
Je suis le Lucifer de Tulle, comme si ça ne suffisait pas à arrêter la méchante personne. Et à partir de cette mort, évidemment, ça intéresse tous les journaux régionaux, puis nationaux. On voit beaucoup de journalistes parisiens qui débarquent à Tulle. Le Petit Marseillais écrit de son côté dans un article intitulé « La tragédie de Tulle ». Ceci est une histoire à la Balzac. Le grand écrivain de la comédie humaine se serait penché cette fois avec son incomparable talent d'analyse aiguë sur une ville exaspérée au suprême degré par un crime lent, secret et terrible qui y est perpétré dans l'ombre. On parle du démon de la calomnie dans Le Matin. Le Petit Parisien, lui, parle du drame de Tulle. Et dans le Petit Journal, on parle des lettres tragiques de Tulle, l'émoi à Tulle, le scandale de Tulle. Ah oui, le Petit Parisien n'arrête plus, si je puis dire. Non, c'est dans le Petit Journal, ça, pardon. Il y a un bon côté, évidemment, à tout ça. C'est que maintenant, on s'intéresse en haut lieu à l'affaire de façon sérieuse. Jusqu'ici, ça faisait surtout gausser à la préfecture. Là, maintenant, on envoie les bons enquêteurs. On envoie notamment à Tulle le plus grand graphologue de son temps pour essayer de retrouver l'auteur des lettres. On va d'ailleurs tout simplement procéder à une dictée, immense dictée pour tous les habitants de Tulle, et on verra bien qui est le corbeau. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est vrai que la police avait enquêté, on avait même nommé un juge d'instruction qui avait reçu pas mal de monde et qui les avait interrogés, mais disons les choses, le dossier n'était pas très rempli. Il était surtout rempli de méchantes lettres anonymes. Le juge d'instruction était tellement désespéré qu'il avait même réalisé des séances d'hypnose pour essayer de faire parler certains habitants. Jusque-là, ça va pas très loin. Et donc, le dimanche 15 janvier 1922, on est à la fin de l'après-midi, le professeur Edmond Locard descend du train, on l'aperçoit remonter les rues de Tulle avec sa petite serviette à la main et se diriger vers le palais de justice où il va rencontrer le fameux juge d'instruction. Ils vont rassembler environ une dizaine de personnes qu'on soupçonne d'en savoir un petit peu plus qu'elles ne le prétendent, et le professeur Locard va leur lire des extraits de lettres. Et progressivement, il va accélérer sa diction et assez brièvement, il se trouve en mesure, dit-il, en tout cas c'est ce dont il est convaincu, d'identifier celui qui signe l'œil de tigre. Voilà comment le lundi 16 janvier à 9h, une foule de journalistes est réunie devant le palais de justice où vont être soumis tous les suspects à la dictée. À 9h15, tout le monde est dans la salle. Le professeur commence sa dictée. « Moi, l'œil de tigre, je ne crains rien, ni Dieu, ni le diable, ni les hommes. » Puis il lit d'autres passages de plus en plus vite. « Donatien, tu sens le rat crever. Nina Dufour, la mauvaise, je change le mot parce que ça devient vraiment tout à fait ordurier. Parmi les personnes rassemblées, il y en a une qui a l'air d'avoir quelques difficultés. Voilà ce qu'écrit dans son rapport le professeur Locard. Elle mit 12 minutes à écrire la première ligne, passant et repassant sur les lettres. Est-ce que je vous étonne beaucoup en vous disant que la personne en question s'appelle Angèle Laval ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh oui, Angèle Laval, cette femme qui, 4 ans plus tôt, avait reçu la toute première lettre. Vous savez, elle est fortement soupçonnée, évidemment. Elle éclate en sanglots lorsqu'elle rentre chez elle. Sa mère lui propose d'aller prendre l'air, de se promener près d'un étang. Les 2 femmes quittent leur domicile. Angèle, voyant le lac, essaie d'échapper à sa mère et elle se jette littéralement dedans pour mettre fin à ses jours. Et sa mère saute pour sauver sa fille. Seule Angèle s'en sortira. Elle va être sauvée par des passants. Autant dire qu'elle a indirectement causé la mort de sa mère. Ça va bientôt être pour elle l'heure du procès. Quel aurait été le motif de cette femme si c'est bien elle qui a écrit toutes ces lettres ? Qu'est-ce qui la motivait ? Eh bien, il semblerait que ce soit un chagrin amoureux. Angèle Laval s'était donc amourachée de ce monsieur Moury dont je vous ai parlé. Vous vous rappelez, elle avait écrit ces 2 premières lettres tout simplement pour qu'il s'intéresse un petit peu à elle. Ça n'avait pas fonctionné. Et désespérée,
Elle avait assisté au mariage de Monsieur Moury et là, ça l'avait jeté dans une espèce de folie. D'où d'ailleurs l'interruption des lettres entre toute la série des premières et puis l'immense masse de toutes celles qui ont suivi. Elle était d'une frustration totale, cette pauvre femme. À son procès en décembre 22, elle porte évidemment le deuil de sa mère. Elle est toute de noir vêtue et une journaliste la décrit ainsi. Elle est là, un peu boulotte, un peu tassée, semblable sous ses vêtements de deuil à un pauvre oiseau qui aurait replié ses ailes. Un pauvre oiseau qu'on pourrait appeler un corbeau, n'est-ce pas? Angèle Laval écope de 1 mois de prison et 300 francs d'amende, ce qui est bien léger quand on constate la quantité de dégâts qu'elle a pu commettre. Elle n'a pas été jugée responsable des 2 morts de cette histoire. Elle est simplement accusée de diffamation, d'injure publique et on estime que sa pénitence dans cette affaire, c'est encore de survivre. Vous écoutez Radio Classique.